Et salut à tous, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Artibat avec nous en direct pour cette dernière journée et cette dernière émission. Nous sommes toujours situés au Hall 2 et pour cette dernière, nous allons aborder le thème suivant, la gestion de l'eau. Un thème qui, j'en suis sûr, va en passionner plus d'un. Et avec moi pour parler de ce thème autour de la table, Gilda, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, Laurent. Ça va, t'as fait bonne route ? Ça se passe bien. Je suis au local de l'étape, donc... T'es un local, tu es d'où, toi ? Alors, nous, on est installé à Torigny-Fouillard, au nord de Rennes, à 15 minutes d'ici à peu près. Bon, ok, super. On y reviendra tout de suite après. À ta gauche, Silver, ça va ? Très bien, je te remercie. Très bien. Tu nous disais que ce matin, tu n'avais pas bien eu le temps de manger. Oui, effectivement, mais j'ai trouvé quelques compensations depuis, donc tout va bien. Ça va, hein, tout va bien. Bon, en face, quelqu'un qui louperait certainement pas le repas, c'est Baptiste. Comment vas-tu, mon Baptiste ? Ça va très bien. Ça va ? T'as pu récupérer ? J'ai su que tu t'étais couché très tôt. Très tôt, c'est ça. Très de tôt. bonne heure au lit. T'as pu dormir un peu ? Un petit peu. Dis donc, hier, c'était la bringue, hein. Ça va. Nous, je vais te dire, quand je suis arrivé, je suis rentré dans ma chambre et que je me suis approché du lit, c'était le Saint Graal. J'étais content, je t'explique pas, il ne m'aurait rien fallu d'autre. À ta gauche, Cédric, ça va Cédric ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va super. Pendant qu'on est tout projecteur braqué sur toi, Cédric, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes à tous les bichons qui nous regardent ou qui nous écoutent, puisque l'émission est également en podcast sur toutes les plus grandes plateformes. Alors Cédric Fontaine, tu es qui ? Tu fais quoi ? Alors, je suis qui ? Je fais quoi ? Je suis bureau d'études en gestion de l'eau avec deux thématiques principales. La première, c'est la récupération d'eau de pluie, dimensionner des installations, quelle taille, quel type de citerne, quel type de surpresseur, pour les particuliers ou pour des industriels. Et surtout ce qui est gestion de l'eau à la parcelle, comment rendre l'eau à la nature et éviter qu'elle ruisselle sur les voiries, par exemple. D'accord. Et deuxième métier, c'est de faire de la formation sur ces deux thématiques. Et forcément, vu que je suis dans cette thématique, je suis breton, puisque ça donne de la crédibilité à mon métier. Un breton spécialiste de l'eau de pluie, c'est un peu la base. Un breton spécialiste de l'eau de pluie qui s'appelle Fontaine. Tu coches toutes les cases, toi. Ça s'appelle un grand chelem. T'as pas laissé de chance aux autres. Hein. Exactement. Donc toi, tu œuvres en Bretagne, mais est-ce que tu te déplaces en France ? Alors, j'œuvre sur toute la France. Et même quand on me donne des missions aux Antilles, j'y vais aussi avec plaisir. Là, si un jour tu as une mission que tu veux qu'on te filme, tu nous appelles. On ira, hein. On aime bien y aller aussi de temps en temps. C'est prévu logiquement en 2024. Antilles et Réunion, donc je te fais signe. Ah, tu fais signe, on sera là. Hein. Bon, à ta droite, Baptiste Renvoisé, c'est bien ça ? C'est bien Est-ce ça. que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, je suis le gérant de la société Mon Jardin et Moi, qui est une entreprise de paysage située dans la Sarthe. Si tu peux parler bien dans le micro, parce qu'on sent que l'apéro, t'as dû t'endommager la gorge un peu. Pardon. Voilà, là, ça va mieux. Donc, tu nous disais que t'es paysagiste dans la Sarthe. Paysagiste dans la Sarthe, l'entreprise Mon Jardin et Moi. Du coup, je fais une partie bureau d'études pour les particuliers, dans l'idée d'avoir le jardin de leurs rêves. Et après, on fait l'aménagement et l'entretien pour leur espace vert. Très bien. Et aussi, tu œuvres un peu sur les réseaux sociaux, il me semble. Un petit peu. Avec Vipro, on fait partie de la team Vipro pour tester des équipements professionnels. Très bien. Club Select très fermé. Très fermé. Et donc, ça te permet d'avoir une petite chaîne Instagram aussi. C'est ça. Sur laquelle tu partages un peu ton boulot. C'est ça, je partage un petit peu mon quotidien et les valeurs de ce métier qui est à mon sens le plus beau métier du monde. Ok. Tu as des salariés ou pas ? Non, je suis tout seul. Tout seul. Je t'ai pas demandé, Cédric, t'as une équipe, t'as des salariés ou t'es tout seul ? Non, pas mal de partenariats, mais tout seul dans l'entreprise. Ok, très bien. Bon, dans l'angle opposé, gling, 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 gling. T'as vu, je fais bien le dong de boxe. Hein. Ah, ça impressionne. Hein. Bon, surtout à cette heure-ci, après 3 jours d'Artibat, c'est chaud. Silver Forestier, peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour tous les bichons qui nous écoutent ou qui nous regardent ? Bon, eh bien, je suis donc chef de projet au sein de la CNATP. Alors, la CNATP, c'est quoi ? C'est une organisation professionnelle qui fédère les artisans, très important le mot artisan, des TP et du paysage.
Voilà. D'accord. Et je suis présent ici sur Artibat, en fait, pour représenter Essor Durable, qui est l'association qui gère un label. En fait, c'est une marque collective qui s'appelle Calipuy. Et j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord, on sera Voilà. très curieux. CNABTP, toi tu dois connaître peut-être Baptiste. Un petit peu, oui. Un petit peu, c'est un peu la CAPEB version artisan et TP. Ah, c'est la petite cousine, hein. Voilà. C'est la petite cousine. Alors, c'est CNATP. CNATP, pardon, Voilà. excusez-moi. CNATP, c'est vraiment la petite cousine de la CAPEB. On a beaucoup de choses en commun et de combats communs et de services qu'on mutualise au bénéfice des artisans. Très bien, explication validée. À ta droite, Gilda Guillou. Gilda, il y a un S à la fin, donc tu me dis si tu préfères Gildas ou Gilda. Hein. Tout va bien. Est-ce Gilda. que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent? Moi, j'ai fondé une société qui s'appelle Renea et on intervient auprès d'une clientèle principalement de particuliers sur 3 items qui sont complètement dans notre thème du jour, puisqu'on travaille dans la gestion de l'eau, dans l'assainissement individuel, la gestion des eaux pluviales, donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est à la fois la récupération, l'infiltration, la régulation de ces eaux-là, et puis le traitement des eaux, donc notamment les gens qui ont des problématiques de calcaire, des problèmes de qualité d'eau qui ne permettent pas de la boire, on va leur permettre justement d'arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique et puis de pouvoir boire l'eau qui est à leur robinet. Et donc on a implanté aujourd'hui sur l'ouest de la France avec 8 agences, Bretagne, Pays de Loire, Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Très Voilà. bien, donc vous intervenez essentiellement dans cette région, quoi. Pour le moment, oui, on est en plein développement, mais notre champ d'action aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt l'ouest. Ok, donc moi je voudrais juste revenir, Renia, pour ceux qui nous écoutent bien. J'aimerais bien identifier ce que tu fais. Vous distribuez du matériel, mais vous l'installez aussi? Tout à fait. Chacune de nos agences, en fait, dispose de kits de pause. Donc, on va rencontrer des clients, on va étudier avec eux leurs projets et puis leur faire un accompagnement de A à Z. Donc, de la partie étude, où on s'applique justement certaines fois avec des partenaires comme Cédric ici présent. Donc, comme quoi, on n'est pas dans le conflit, mais plutôt dans le partenariat. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à leur installer le système et même leur proposer de l'entretenir. Parce que c'est important aujourd'hui pour pérenniser les installations, aussi bien d'eau de pluie que d'assainissement que de traitement de l'eau, d'assurer un entretien. D'accord, mais vous distribuez quand même du matériel ou pas? Oui, tout à fait. On travaille avec des fabricants Ce que je veux historiques, dire, c'est que si le paysagiste Baptiste t'appelle, tu peux lui vendre du matos Eh ou... ben, exactement. Ah, voilà. On commençait à en parler en off tout à l'heure, qu'on travaille de plus en plus avec le monde du paysage, justement, pour lequel ce n'était pas leur métier historique, notamment la problématique de la gestion des eaux de pluie, et qui sont de plus en plus sollicités par leurs clients. Donc aujourd'hui, comme nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça, on a une certaine, on va dire, technicité, et on vient en accompagnement, donc dans certains cas, juste en fourniture de matériel et en assistance technique. Et ils le font eux-mêmes, leur mise en œuvre, avec leurs propres clients. Ok, parfait. Bon, Voilà. moi j'aimerais qu'on revienne tout de suite à notre sujet, la gestion de l'eau. Alors la gestion de l'eau, ça touche tout un tas de choses. Là, j'aimerais plus qu'on s'oriente, si ça ne vous dérange pas, sur la gestion de l'eau, ce qu'on appelle à la parcelle. Donc, c'est-à-dire pour le particulier. Non pas que le tertiaire, le collectif ne nous intéresse pas, bien au-delà, mais l'essentiel de notre communauté est plutôt à taille individuelle. Donc, la gestion de l'eau... d'un point de vue particulier dans ce qu'on appelle la gestion de l'eau de parcelle, pour en revenir à Cédric, tout à l'heure tu nous as dit que tu faisais des études pour le professionnel, mais pour le particulier. Donc moi, si je suis particulier, j'ai 3000 m² de terrain, je peux te passer un coup de fil et te demander des conseils. C'est un beau terrain. Oh, c'est un terrain... Oui, bah maintenant il n'y a plus personne à de terrain. Mais moi, tu sais, j'ai grandi, on avait 2 hectares. Alors, c'est un petit terrain pour... Ok. Ça dépend, voilà, où tu habites. Je l'ai cherché dans le centre-ville de Rennes, je ne l'ai pas trouvé ce terrain-là. Mais D'accord. oui, alors la gestion d'eau à la parcelle aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a une révolution complète de la manière dont on gérait l'eau. Je ne vais pas revenir il y a très longtemps, mais globalement, quand on a créé les premiers réseaux, l'idée c'était que l'eau c'était un danger, il fallait l'évacuer le plus vite possible et le plus loin possible de la ville. Et puis on s'est rendu compte que on n'infiltrait plus dans les nappes, etc. Donc aujourd'hui, la gestion de l'eau à la parcelle, elle va se consacrer sur 2 actions. La première, c'est de rendre les pluies utiles à la nature et à l'homme. Donc tout ce qu'on va appeler les petites pluies, les pluies de tous les jours, comment je vais la garder sur la parcelle. Et ça, on va le faire aussi bien à l'échelle de la maison individuelle, mais d'un petit collectif en fait. C'est les mêmes métiers, mais
sauf qu'au lieu d'avoir un bassin de 5 mètres cubes, il fera peut-être 8 ou 10 mètres cubes. D'accord. Et la deuxième chose, c'est de gérer les pluies d'orage, éviter de créer des inondations. Donc là, on est plutôt sur un côté protection de la ville et bien sûr aussi des particuliers. Là, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est un peu mon rôle ici. Y a quelque chose qui m'interpelle. On entend souvent parler, parce que moi, ça m'intéresse à fond tout ce qui concerne l'eau, de par mon ancien métier, etc. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Aujourd'hui, tout le monde parle de la gestion d'eau à la parcelle. Il faut rendre l'eau à la nature, etc. Mais est-ce qu'on ne parle pas de bon sens paysan ? On a l'impression que les gens se réveillent. Tiens, maintenant, il faut... Ça a toujours été le cas, non ? Avec un paysagiste à ma droite, je ne vais pas dire l'inverse, mais oui, aujourd'hui, on se rend compte que la nature fait les choses très très bien. Et on essaie de revenir sur de la logique. Les petites pluies, je vais les garder, je vais les infiltrer, je vais récupérer l'eau de pluie. Pourquoi je vais aller pomper de l'eau dans une nappe phréatique qui est située à 20 km de chez moi pour alimenter mes toilettes ? Pourquoi je vais construire des ouvrages enterrés alors que mon jardin est capable de boire une grande partie de l'eau, d'évapotranspirer ? Pourquoi je vais arroser mon jardin avec une pompe alors qu'en faisant circuler l'eau dans des jardins de pluie ou des noues, ça va s'arroser naturellement ? Oui, on revient sur le bon sens paysan. Je suis complètement d'accord. Et moi, ce que je dis lors de mes formations, c'est pas de la technique qui nous manque. C'est juste de revenir sur des choses... fondamentaux. Des fondamentaux, exactement. Des fondamentaux. Là, cette émission va être passionnante, mais moi, elle m'intéresse particulièrement parce que je suis touché par le sujet. Dans mon ancienne maison, j'avais une cuve. Une citerne de récupération d'eau de pluie. Donc on pompait dedans, on arrosait les fleurs, etc. Là, j'ai rénové une ancienne maison, et maintenant j'ai un puits. Alors bon, tu me diras, je suis emmerdé parce que on est dans une station thermale. Station thermale, c'est-à-dire que il y a de la flotte de partout. Tous les anciens, dès qu'il y avait un orage, comme tu le disais, il y avait 30 cm d'eau dans la baraque, c'était le bordel, bref. Ils ont fait des aménagements dans tous les sens. Maintenant, quand ça pleut, il n'y a pas besoin de refaire la moitié de l'école maternelle. Ça s'évacue bien. Par contre, moi, j'ai démarré ma maison avec un puits. J'étais tout content. Et là, ça fait 1 an ou 2, j'ai quasi plus d'eau dans mon puits. Donc, on voit bien quand même que le sujet de l'eau... toi, je veux dire, qui fait des études, et aussi Baptiste qui est paysagiste, avant de vous donner la parole, c'est quand même un vrai sujet. Vers chez nous, on a des barrages. Tu survoles ça, et tu as l'impression qu'il n'y a plus une goutte d'eau. Comment vous y vivez ? Je veux dire, vous qui avez peut-être plus de chiffres, est-ce que vous voyez qu'il y a un vrai changement ? Est-ce que... Alors, il y a deux choses. Au niveau de la pluviométrie, elle ne change pas. C'est toujours le même volume qui nous tombe sur la tête à peu près toute l'année. Là, tu as des chiffres pour ça. Ouais, là, on a des chiffres. Météo France nous dit qu'il n'y a pas d'évolution depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il y aura peut-être une évolution dans les années à venir, mais sur le nord de la France, donc plutôt là où on aura même plutôt plus de pluie qu'avant. Ah bah dis donc, mais alors vos études ne doivent pas nous concerner, parce que nous, cette année, il n'est pas tombé une goutte d'eau. Hein. Ouais, t'habites où ? J'habite dans la Loire, à 1 heure de Lyon, il y a point d'eau. Alors, les rivières sont à ras les pâquerettes, il y a des cours d'eau à sécher. Il est tombé de l'eau dans la Loire, sauf qu'en fait, l'eau, elle tombe de manière très violente pendant des périodes très courtes, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ruisseler sur les parcelles. Tu disais que les écoles n'étaient plus inondées. Bah oui, on a canalisé l'eau, on l'a envoyée très loin. Donc en fait, le barrage, il suffit de regarder ce qui s'est passé cette nuit à Nice. Ça déborde, mais ça dure une journée, et puis après, on est à sec, on n'a plus d'eau. Parce qu'on n'a pas ralenti cette eau, on ne l'a pas gardée sur la parcelle, et c'est pour ça aujourd'hui que nos nappes sont vides. C'est que les pluies efficaces, donc déjà les pluies qui tombent l'automne, et celles qui vont s'infiltrer pour recharger nos nappes, et ensuite nos nappes vont déborder sur les rivières tout au long de l'été, celles-ci, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ok. J'avais envie de faire cette introduction parce qu'on est vraiment en plein dans le sujet. Toi, Baptiste, qui est directement sur le chantier et donc au cœur du sujet, comment ça se passe concrètement chez les clients ? Chez les clients, on voit bien que oui, il y a une vraie problématique au niveau des arrosages, des choses comme ça. Nous, après, on essaye d'expliquer que plus on végétalise, plus on va avoir de retenue d'eau justement sur nos terrains et qui vont permettre de mieux absorber aussi sur le sol et du coup une meilleure captation. Meilleure captation, et puis j'imagine que tu proposes peut-être des solutions pour... Oui, c'est ça. Et déjà, on fait un bon choix de la palette végétale. On choisit d'abord des végétaux qui sont adaptés, des plantes endémiques. Typiquement, la plante, si elle pousse dans la forêt qui est à 5 km, pourquoi elle ne pousserait pas dans ton jardin ?
c'est la même logique pour tout. C'est le bon sens paysan. C'est ça. Et du coup, tout ça, on essaye de le ramener chez les gens et c'est quelque chose qui était un petit peu perdu, quoi. Et oui, parce qu'on était quand même à la mode des oliviers tout autour de la piscine tout le pataquès. Alors, on peut mettre un olivier, mais il faut le mettre dans un pot et de façon décorative. Mais par contre, tout le reste, il ne faut pas hésiter à végétaliser. Bon, avant de rentrer dans d'autres questions que j'ai préparées, Calipluie. Calipluie, c'est quoi ? C'est un label de plus comme Calisol, Calipac, Calibase, Calibat, etc. Ou c'est quelque chose qui aide les artisans à mieux y comprendre ? Alors, Calipluie, c'est une marque collective et en fait, ça n'existe pas là maintenant depuis 2 ans, depuis qu'on a des épisodes de sécheresse exceptionnels. En fait, ça a été créé en 2007. Donc, ça a été créé en 2007 dans le réseau des organisations professionnelles. Et comme souvent, quand une idée est bonne, elle se diffuse. Et donc, aujourd'hui, nous gérons le label à l'échelle nationale pour en faire profiter tous les artisans qui le souhaitent. Donc, Calipluie, ce n'est pas une qualification, c'est important. L'effet qui se produit avec les qualifications que tu as citées, c'est que souvent, on est obligé d'arborer cette qualification en fonction de son corps d'état pour espérer que la clientèle bénéficie d'une aide fiscale ou de nature, une prime ou d'un avantage. D'un avantage, voilà. Ce qui pousse souvent les artisans qui y vont en reculons, il faut bien le dire, on est d'accord, à faire tout un ensemble de papiers dont ils se passeraient bien, puisqu'ils en ont déjà trop à faire, on est bien au détriment de leurs outils, de leur chantier. Voilà. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure. Calipluie, c'est une adhésion facultative. On devient Calipluie si on le souhaite, mais surtout si on répond au cahier des charges qui est attendu de la part des artisans. Et le cahier des charges attendu, c'est quoi ? C'est un nombre d'heures de formation ? C'est quoi ? Parce que bon, Calipluie, admettons que Baptiste, bon lui il est paysagiste, il installe certainement des cuves comme notre ami Gildas, on en reparlera après. Qu'est-ce que ça lui amènerait d'être Calipluie ? Je me fais l'avocat du diable parce qu'il y a peut-être des centaines de milliers de gens qui nous écoutent, artisans, qui vont se dire tiens, ce serait peut-être quelque chose qui m'amènerait un plus. Sans parler du côté commercial paperasse, mais peut-être des compétences supplémentaires. Ok, donc au niveau administratif, on réduit la paperasse au minimum. L'idée, c'est de rassurer le prospect, le client qui cherche une entreprise pour réaliser son projet sur sa parcelle. Ok, donc bien évidemment, on vérifie que l'entreprise est sérieuse, qu'elle paye ses impôts, ses charges, qu'elle est assurée. C'est très important qu'elle est assurée, notamment en assurance RC décennale, pour les ouvrages qui sont soumis à l'obligation d'assurance décennale. Car toutes les solutions pour gérer les eaux de pluie à la parcelle ne sont pas forcément assujetties à cette obligation. Hein. Bon. D'accord. La deuxième idée, c'est que le prospect, quand il cherche un installateur, il puisse trouver un vecteur pour trouver l'information. Et nous, on essaie d'être ce vecteur, c'est-à-dire qu'on a un site internet, calipluie.com, comme ça s'est dit, qui nous permet de faire de la mise en relation. D'accord. Voilà, ça c'est l'idée de fond. Et puis on va aussi donc aider avec quelques outils de communication et de la veille aussi sur toutes les nouveautés. Alors je parle de nouveautés réglementaires là, d'alerter aussi les artisans installateurs pour qu'ils se tiennent au courant. D'accord. Voilà. Et l'idée effectivement, c'est qu'il y ait un passage par une formation qui est une obligation pour avoir un corpus de connaissances à minima similaire, qu'on soit plombier, maçon, TP, paysagiste, voilà. En fait, tous les artisans qui vont réaliser des installations le font en pratiquant leur métier. Ils ne vont pas s'aventurer à faire des choses qui nécessitent des compétences qu'ils ne détiennent pas déjà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sachent parler du sujet quand ils sont en entretien clientèle. Voilà. Même s'ils ne sont pas en mesure de réaliser, ils doivent savoir en parler. Ok. Alors, juste pour être formateur Calipluie, moi ce que je ressens surtout à la fin, tu parlais du bon sens paysan, c'est moi ma satisfaction quand ils sortent en disant ah ouais, sur ce chantier-là j'étais bien embêté, j'arrivais pas à répondre à la gestion de l'eau à la parcelle. Maintenant j'ai des solutions, j'ai des idées, je vais voir la gestion de manière différente que mettre une énorme cuve quelque part. Je vais mettre du bon sens et de l'intelligence dans mes chantiers. Et c'est ça qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Et quand moi, ils sortent en disant ça y est, j'ai l'idée pour le chantier de Madame Dupont, bah, la formation est gagnée.
Oui, bah disons que tu sensibilises des personnes et tu leur amènes un savoir, une connaissance. On a discuté tout à l'heure d'un sujet, j'y reviendrai, et c'était l'exemple parfait d'un préjugé qui peut être en tout cas évité et permettre une meilleure orientation. Gildas, entreprise Renea. Toi, tu proposes à tes clients tout un tas de solutions de collecte d'eau, etc., de traitement, tout ça. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, déjà, il y a certaines réglementations qui nous apportent un cadre. Si on prend l'exemple, nous, par exemple, de notre ville, donc de Rennes et donc de Rennes Métropole, aujourd'hui, quand on fait un dépôt de permis de construire, il y a des choses qui sont imposées. Par exemple, en termes d'infiltration, en termes de régulation. Donc on a déjà ce cadre-là qui va effectivement nous amener à accompagner les clients à respecter la réglementation. Et donc on a différents ouvrages qui sont possibles. Si on parle d'infiltration, il y a différentes choses qui sont possibles en fonction de l'espace disponible, du pourcentage de perméabilité du sol, donc sa capacité à infiltrer l'eau. Et puis de la même manière, on va avoir de la solution de régulation. On en reviendra justement tout à l'heure, ce qu'on parlait tout à l'heure, sur le fait où on va nous dire « Ok, vous pouvez renvoyer de l'eau au réseau, mais vous devez le faire à un débit mesuré pour éviter notamment de saturer les stations d'épuration des communes. Et là, on a des vrais problèmes de pollution à gérer. Donc ça, c'est pour le cadre réglementaire lorsqu'ils ont des obligations. Puis on a toute la partie des gens aujourd'hui qui ont pris conscience. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est amusant, c'est parce qu'ils ont été touchés dans leur directement dans leur vie privée. J'ai plein d'anecdotes qu'on pourra évoquer, mais où les gens, en fait, tant qu'ils n'avaient pas de vraies problématiques, l'écologie, c'était bien gentil, mais ça coûte cher de faire un système de récupération d'eau de pluie, donc on voyait ça un petit peu de loin. Donc aujourd'hui, on nous contacte en nous disant, moi, j'ai un exemple par exemple en tête, un petit monsieur l'été dernier qui nous appelle en disant, moi, je mets toute mon année à faire mon potager, et puis là, j'ai pas pu l'arroser, j'ai vu tout mourir devant mes yeux, et donc je veux pas repasser un été comme ça, trouvez-moi une solution. Et donc là, on dimensionne une installation en fonction de sa capacité à collecter l'eau, donc la surface de toiture disponible, et puis en fonction de ses usages, puisque l'objectif, c'est de faire coïncider les deux. Dans un cas, il n'est pas question de surdimensionner une cuve juste pour dire on vous met 10 mètres cubes alors que vous n'en avez besoin que de 5, et vice-versa, il faut en avoir suffisamment quand même pour couvrir les usages. Aujourd'hui, les usages, ils sont ceux qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire tous ceux qui touchent au jardin, mais également dans la maison. Aujourd'hui, on a des usages dans les toilettes. Cédric en parlait tout à l'heure, ça reste quand même une hérésie aujourd'hui de se dire on prend de l'eau potable. Là, tu me prêches un convaincu. Coûter à potabiliser pour mettre dans nos toilettes. Moi, j'en ai parlé dans 300 vidéos. On est quand même un pays où tous les jours on balance de l'eau potable dans les chiottes. Non, mais il faut quand même se le dire. Moi, j'ai une double installation chez moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ça nickel chrome. J'ai l'eau du puits avec des vannes tout. Je pars à mes WC. J'ai 4 filles, je précise, donc ça me fait faire quand même des économies. Et je pars dans les WC et je pars aussi dans la machine à laver, dans tous les endroits où je suis sûr qu'il n'y a pas un lien et un risque de potabilité. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et robinet de puisage extérieur, arrosage. Et comme je disais, cette année, je suis un peu emmerdé parce qu'il y a toujours eu de l'eau dans le puits. Tous les anciens du village me disent « Oh là, mais il y a toujours eu de l'eau dans le puits. » Et là, cette année, il n'y avait plus d'eau dans les puits. Je suis comme le petit papy. J'ai un petit arrosage automatique parce que j'ai appris que l'arrosage automatique, c'était très bien parce que tu faisais couler quelques gouttes au pied de l'arbre plutôt que d'arroser comme un bourrin et d'en foutre de partout. Donc, à l'époque, on avait installé ça. Mais malheureusement, cette année, on a été obligé de le remettre sur la ville. Ça, c'est ça qui... Enfin, je veux dire, ce genre de solution et ce genre d'études, c'est ça qui m'intéresse aussi parce que Cédric me dit la pluviométrie est la même de partout. Et Silver a commencé son introduction en disant c'est la sécheresse. Et nous, tous les 3 jours, on reçoit un SMS. Et je peux te dire que j'en ai un paquet là qui dit arrêtez, restrictions, arrêtez tout. Je vais même te dire que j'ai envoyé un SMS à la personne chez qui j'ai acheté la piscine pour lui dire écoute, est-ce que ça risque quelque chose si je vide ma piscine et si je laisse le liner à l'air libre pendant 1 an ou 2 parce que avec l'évaporation, il faut de temps en temps. Et moi, je reçois des messages de la mairie tous les 15 jours qui me disent stop, 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 stop. Alors, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais sécheresse,
arrêter sécheresse ne veut pas dire manque de pluie. Bon, enfin, ça veut dire à la fin, on est dans la merde niveau de l'eau. Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les pluies efficaces sont moindres qu'avant. Et si on a un automne, par exemple, et un hiver sec, ce qui est le cas pour l'instant, même si depuis 2 jours il pleut à Rennes, mais on a eu plutôt un manque de pluie en septembre-octobre, on va dégrader l'état des nappes phréatiques. Et si au 1er avril, il n'y a plus d'eau dans les nappes, on va avoir un arrêté sécheresse qui va durer, même si on a des pluies qui vont arriver en mai, parce que les pluies de mai et juin, elles sont bues par les végétaux, elles sont bues par la nature, et en plus, si c'est des pluies violentes, le reste va ruisseler, etc. Donc on peut avoir un mois, par exemple, de mai très pluvieux, et être en arrêté sécheresse, et en se disant, mais ils sont fous, les autorités. Non, c'est parce que c'est ce problème de pluie efficace, donc il tombe toujours la même chose à l'année sur ta toiture, mais de manière différente, et ce qui fait que ta nappe, elle peut être à sec, ton puits peut être à sec, alors qu'en fait, il y a de l'eau, il y a quand même de l'eau chez toi. C'est incroyable, et ça, tu es en train de nous dire que c'est dû uniquement aux aménagements du territoire. Alors, juste un chiffre pour pas inonder de chiffres. Aujourd'hui, en milieu naturel, on estime que 25% de l'eau qui tombe s'infiltre en profondeur dans une nappe phréatique. Une goutte d'eau sur 4. En milieu urbain, c'est une goutte d'eau sur 20. C'est 5%. On divise par 5 la recharge des nappes entre un milieu urbain et un milieu naturel. Donc pour la même pluviométrie, on construit une ville où on est dans une forêt. C'est pas du tout la même recharge de la nappe. C'est dingue hein, quand même. C'est incroyable qu'on en soit arrivé là et qu'on n'ait pas pris le problème à bras-le-corps avant. En tout cas, c'est bien qu'on s'en rende compte. Deuxième question pavée dans la mare. On en a parlé un peu en off, mais c'est un sujet qui revient souvent et même avec Baptiste, on était quand même content d'avoir la réponse. Donc je vais te la reposer pour tous les bichons qui nous écoutent. Vers chez nous, nous avions des lotissements en construction. Et quand on construisait ces lotissements, on avait une obligation de mettre une cuve. Alors les gens se disaient, bon, ils nous font chier, il faut redépenser encore 5000 balles de plus pour mettre une cuve. Bon, quitte à mettre une cuve, on va venir mettre une pompe à l'intérieur, et comme ça, au moins, on pourra arroser le jardin, nettoyer la bagnole et balancer ça dans les chiottes. Et ben, paf, interdiction de mettre une pompe à l'intérieur. Alors là, les gens sont dégoûtés. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux éclairer notre lanterne? Ouais. Aujourd'hui, la plupart des lotissements qui imposent des cuves, en fait, c'est ce qu'on appelle des bassins d'orage, des cuves de rétention. Donc en fait, c'est une cuve qui a en partie basse un débit de fuite. Gilda l'évoquait tout à l'heure, c'est que lors d'un orage, il y a un volume important d'eau qui va arriver, qui va vouloir s'échapper sur le réseau de la ville. La ville peut pas. Elle dit, moi sinon je déborde. Donc chacun garde chez soi cette pluie d'orage et la restitue au réseau de la ville, mais à débit lent, ce qu'on appelle un débit différé ou un débit de fuite. Donc pour illustrer, pour vulgariser le bichon qui nous écoute, on rentre dans la cuve, mettons, avec un tuyau de 100 ou de 125, et en bas de la cuve, il y a un tuyau de 20 ou de 32. Exactement. C'est ça. Hein, c'est exactement ça. Voilà. Ça. Okay. Donc cette eau, elle est perdue, elle est rejetée au réseau. Et là où toi, tu voulais dire, je mets une pompe, parce que l'idée, c'est que j'utilise cette eau. Le problème, c'est que si tu bouches cette sortie en 20 pour utiliser cette eau, on pourrait dire, ça marche. C'est vrai que si tu as consommé l'eau, prochain orage, ta cuve est vide et il y a bien un effet rétention. Mais imaginons que tu sois parti en vacances en Bretagne. C'est un endroit merveilleux et j'ai quelques adresses à te donner. T'es parti, une pluie d'orage le 14 juillet, chez toi. Mais tu étais en Bretagne, donc ta cuve, elle était vide, elle s'est remplie. Elle a fait effet de bassin d'orage. Sauf que revient un orage le 28 juillet. Ce jour-là, tu étais toujours en vacances en Bretagne. Tu n'as pas consommé l'eau entre les 2 jours. Ta cuve est pleine et elle ne fait plus cet effet bassin de rétention. C'est pour ça que tu ne peux pas transformer un bassin d'orage, une cuve de rétention, en cuve de récupération d'eau de pluie. Par contre, tu peux faire une cuve qui fait les deux en additionnant les volumes. Si on t'impose 3000 litres de bassin d'orage, tu peux mettre une cuve de 4000, même de 7000 litres, où tu as 4000 litres toi, de récup d'eau de pluie pour toi, pour usage, et tu as les 3000 au-dessus qui servent de bassin d'orage. Là, l'avantage, c'est qu'en n'ayant qu'une cuve au lieu de 2, tu vas faire des économies d'échelle sur le chantier. Tu vas répondre aux attentes de la ville qui te dit « je veux un bassin d'orage de 3000 litres » et tu réponds à l'attente du client qui dit « moi, je veux de l'eau pour arroser mon potager et j'ai bien mes 4000 litres en plus ».
Alors bon, déjà, merci pour ces explications claires et précises. Je pense que tous les bichons et puis les clients de Baptiste vont être contents parce que maintenant tu pourras leur dire aussi. J'imagine je vais que pouvoir leur expliquer. ton comté, ça gueulait aussi un peu. Là, alors moi, tout de suite, je me fais toujours la parole des bichons, mais je vais me tourner vers Gildas. Est-ce que tu as des solutions? Parce que là, le client qui vient d'écouter Cédric est très content, mais il se dit, dis donc, ça va coûter encore plus cher. Bon. Il va falloir mettre 2 cuves, etc. Donc alors, toi, tu as des solutions? C'est très intéressant ce que vient de dire Cédric. L'un n'empêche pas l'autre. L'idée que vous aviez dans votre région était la bonne idée. La seule chose, c'est que vous n'aviez pas pris en considération cette problématique de se dire, mais oui, mais si effectivement je ne suis pas là, je vais saturer. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça va déborder, donc ça ne va pas faire l'office qui était prévu. Aujourd'hui, quand on a un client qui a ce type de sollicitation, je vous en parlais sur Rennes Métropole, c'est un cas régulièrement, on leur dit, vous devez mettre une cuve de rétention. Ce qu'on va leur dire, c'est quitte à déplacer des engins, et au lieu de mettre 3000, on va mettre 6000 et on va mettre ce qu'on appelle une cuve hybride. On va pas mettre 2 cuves, on va mettre juste une cuve plus grande. Ça veut dire qu'en termes de terrassement, je vais peut-être passer 2 heures de plus parce que mon trou va être juste un petit peu plus grand, mais en termes de coût, on va pas avoir une différence si importante que ça, parce que déjà d'une part, une cuve de 6000 litres, ça vaut pas le prix de 2 cuves de 3000, et d'autre part, en termes de mise en œuvre, on n'a finalement pas beaucoup plus de travail. Une fois que les engins sont arrivés, que le personnel est sur place, je creuse un peu plus grand. Et là, par contre, je réponds à cette idée de dire, quitte à avoir dû faire cet investissement que vous expliquiez tout à l'heure en se disant, c'est un peu à perte, non. Là, au moins, je suis content de l'avoir fait parce que je sais que toute l'année, maintenant, j'utilise plus d'eau potable pour mettre dans mes toilettes ou pour laver mon linge ou pour arroser l'extérieur. Je le fais avec de l'eau de pluie. Et donc, le terrassement qui a été fait dans mon jardin, au moins, il me sert à quelque chose. Donc oui, il y a des solutions. C'est ce qu'on appelle des cuves hybrides. Et on a certains de nos fournisseurs avec lesquels on travaille qui proposent ce type de cuve qu'on propose donc à nos clients. Très bien. Alors là, vous avez parfaitement répondu à la question. 2 autres questions qui me viennent instantanément. Première chose, peut-on installer des cuves de partout? Des fois, on a des bichons qui nous disent « Je suis bien emmerdé, je voudrais mettre une cuve, mais ma commune ne veut pas. » Peut-on installer des cuves de partout? Alors aujourd'hui c'est simple, il y a un arrêté, donc c'est l'arrêté du 21 août 2008 qui encadre la récupération d'eau de pluie et il n'y a aucune demande à faire pour installer de la récupération d'eau de pluie. L'usager devra faire une déclaration d'usage en mairie par la suite, mais aujourd'hui je veux installer chez toi une cuve de récupération d'eau de pluie à ta demande, je le fais sans même en référer à quiconque, j'ai le droit de mettre une cuve de récupération d'eau de pluie là où je veux à la demande de mon client. Lui fera après sa déclaration d'usage. D'accord, il n'y a aucun souci parce que même en gestion des trop-pleins de cuves, etc., est-ce que je peux par exemple dire, dire ou spéculer que des gens nous écoutent, dire tiens, j'ai un puits, mon puits fait 9 mètres de profond, il y a quasi plus d'eau dedans. Est-ce que je peux dévoyer une descente, un tuyau de descente et remplir mon puits avec mes chenaux? Ça non. On ne peut pas remplir directement, on ne peut pas rejeter de l'eau directement dans une nappe phréatique ou dans un puits. Il faut forcément qu'il y ait une filtration à minimum d'1 mètre par le sol. Si jamais demain tu démousses ta toiture et que tu as oublié que tu as envoyé l'eau dans le puits, tu pollues ton eau de puits, mais l'eau de tous tes voisins. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles filtration d'1 mètre dans le sol? Il faut que l'eau elle soit infiltrée dans un sol. Par exemple, si on met un puisard, ce qu'on appelait les puisards. Ce qu'on appelle un puits perdu, quoi. Le puits perdu, entre le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique et le fond du puisard, il faut qu'il y ait au minimum 1 mètre de terre. Sur quel diamètre? Après, on s'en fiche du diamètre. Il faut que ça passe verticalement, que ça soit filtré par la terre. Par de la terre ou par un complexe, par du galet Non, c'est de la par terre. le milieu naturel. D'accord, mais donc ça veut dire que là encore une fois, c'est très important parce que c'est vraiment des questions qui nous sont soulevées en permanence. Je peux appeler Baptiste, lui dire tu vas me faire une noue paysagère de 5 mètres de long par 1 mètre de profond. Avec une noue canalisée, avec un zinc ou n'importe quoi, ou en plastique, quoi que ce soit. L'eau de ma toiture va couler dans cette noue, donc elle va être filtrée sur 5 mètres de long par 1 mètre de profond, et à la fin de cette noue, tu rebalances dans mon puits. Ça, il peut le faire. Oui ou non? Non, parce qu'il faut que ça descende 1 mètre sous la noue, que ça soit filtré par le sol qu'il y a sous la noue. Oui, mais si... Il faut recapter l'eau 1 mètre plus loin. faudrait recapter 1 mètre plus loin. C'est ça. Oui, s'il y a 1 mètre de terre entre le sol et le fond de la noue, c'est bon. Le fond de la noue, logiquement, c'est le sol, parce que la noue, c'est vraiment le creux.
C'est pointilleux ça Ouais. comme question. Hein. Non, par contre, là, le plus simple dans ces cas-là, plutôt qu'à les remplir, parce que il n'y a que 25% de l'eau qui finirait dans la nappe, c'est plutôt de mettre une cuve de récupération. Et oui, mais la cuve de récupération, on comprend, mais c'est toujours délicat pour un gars qui a un puits, qui va dire merde, j'ai un puits et il va falloir que je me paluche une cuve. Le mieux, c'est que Baptiste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre toute une série de jardins de pluie ou de nous sur le jardin pour que ça s'infiltre naturellement, et naturellement, ça va aller retrouver cette nappe. Il n'y a pas besoin d'aller l'envoyer directement. Le puits, il est forcément sur une nappe qui est beaucoup plus large. Et donc, l'idée, c'est qu'on utilise au mieux la nature et qu'on laisse l'eau dans le jardin pour que ça s'infiltre. Oui, c'est ça, c'est à nous après d'intégrer le jardin de façon à ce que l'eau aille naturellement en direction du puits pour recapter après la nappe qui est... Ça, c'est ce qui m'intéresse, Baptiste. Si tu peux nous en parler un petit peu, cette espèce de... C'est un système d'irrigation Oui, c'est ça. égyptien que tu nous parles. On joue Non, avec mais la topographie du terrain pour envoyer directement en direction qui nous intéresse, quoi. Donc, en gros, tu canalises l'eau en sortie des pluviales et tu l'envoies dans une série de canaux qui irriguent le jardin et donc qui distribuent petit à petit les eaux de pluie. C'est ça de quoi on parle. Ça peut être une série de bassins ou de noues justement qui vont rediriger petit à petit sur des zones plus vastes et complètement perméables au niveau de ton puits en fait. Et comment tu fais pour répartir la diffusion de ces eaux ? C'est là que ça devient complexe, c'est qu'on a besoin de bureaux d'études avec nous pour faire ce genre de projet. Donc là, toi, on peut t'appeler, le calcul, tu nous le fais. Ouais, moi je fais le calcul, mais après il y a aussi du bon sens. On parlait de bon sens paysan. Par exemple. Est-ce que je fais la même chose pour une pluie de tous les jours ou pour une pluie d'orage ? Très souvent, moi j'ai des gens lors des formations Calipluie qui me disent « Ah mais moi la cuve que je dois mettre, elle est énorme. » Et en discutant avec des paysagistes, notamment, je dis « Quelle est l'acceptabilité de votre client ? Est-ce que pour une pluie qui arrive une fois tous les 10 ans ou tous les 30 ans, on peut pas avoir un petit désagrément ? Alors le désagrément, c'est pas d'avoir 5 cm dans le salon, mais est-ce que je peux pas inonder le terrain là où il y a le trampoline pour les enfants ? Et ça peut être une noue. Mais une noue qui sert une fois tous les 5 ans, parce que je veux pas qu'il y ait de l'eau tout le temps. Et c'est là où, avec les paysagistes, on va travailler. Et pour moi, la gestion de l'eau, c'est un métier du paysagiste de demain. Ils vont vraiment changer de dimension. Et ça va être des interlocuteurs privilégiés pour cette gestion de l'eau, par ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Mais l'idée, ça va être, effectivement, petite pluie, je l'envoie dans un petit jardin. Il y a une chose, je ne sais pas si Baptiste fait ça, mais avant, toutes les plantations, elles étaient en dôme. Ouais. Putain, chez moi, c'est comme ça, la honte. Aujourd'hui, on fait tout en creux. Oui. L'idée, c'est que l'eau, elle vienne dedans. En plus, naturellement, on va arroser. Dès qu'il y a une petite pluie, on va envoyer de l'eau dans ces plantes. Bah oui. Éventuellement, de temps en temps, ça déborde sur une deuxième zone. Et pourquoi pas sur une troisième, en cas de pluie exceptionnelle, là ça déborde sur le jardin, ça inonde la zone de trampoline. Si les enfants, une fois tous les 10 ans, ils sont bloqués à la maison à devoir jouer à la tablette, c'est pas grave. Ouais, si c'était que ça, moi je signe tout de suite, parce ouais, que pour moi l'instant aussi. c'est l'inverse. Bon, les explications parfaites, je me tourne vers Silver. Donc, Calipluie, on nous parle de calcul de dimensionnement de cuves, etc. Est-ce que tu peux nous donner 2-3... bon, je sais bien que ça doit être peut-être plus précis, mais est-ce que tu peux nous donner 2-3 indications ? Une famille de 4 personnes qui dit moi j'aimerais récupérer l'eau de pluie pour les toilettes, l'arrosage, etc. Faut prévoir quoi à peu près ? Il n'y a pas de réponse toute faite en fait. Je vais revenir sur quelques choses qui ont pu être dites. On parlait de la météo. Moi par exemple dans les Alpes-Maritimes, on a une intercommunalité qui fournit l'eau potable. C'est 500 000 habitants l'intercommunalité, donc ça part de l'autre bout du département, tout en haut dans les montagnes, à 80 km de la préfecture. Okay, et moi je suis par exemple à 20 km de Nice. Et nous, c'est un village avec des fontaines, c'est un village provençal. On est privé depuis 2 ans d'eau à la fontaine. Et pourtant on ne manque pas d'eau. On a 2 sources. Mais comme on est dans l'agglo, la grande agglo, il y a des arrêtés préfectoraux, donc on est coupé. Ok. Donc, pour te répondre, à Gatière, la récupération d'eau, ça intéresse personne en fait, parce que sur le principe, les gens ne manquent pas d'eau. Ok. Pour autant, on se déplace de 15 km, là, il y a un vrai problème. Les nappes phréatiques disponibles, elles sont très basses. Et pendant ce temps, l'arrêté du préfet concerne tout le département. Il ne concerne pas la partie où la nappe phréatique est à sec et la partie qui reste alimentée par les sources. Alors une fois qu'on a dit ça, on a un climat qui est local et c'est ça qu'on prend en considération.
Après, l'autre critère, c'est le potentiel de récupération. Donc, c'est le type d'habitat, c'est la pente de la toiture, c'est le matériau de la toiture, c'est la surface de la toiture, la qualité aussi du matériau, parce qu'il y a des matériaux sur lesquels on ne peut absolument pas transiger. Par exemple, des plaques amiantées, on ne récupère pas l'eau. On est d'accord. Qui ruissellent sur des plaques amiantées, quand bien même elles sont inaccessibles. Il y en a qui ont essayé. Bon, après, tu peux avoir... Voilà. Après, on a le problèmes. mode de vie. Alors, ok, une famille de 4, mais est-ce que c'est une famille de 4 où il y a 2 adultes en télétravail et puis 2 enfants qui sont en internat, ou est-ce que c'est une famille de 4 où on est là qu'à partir de 20h le soir et on repart à 8h le lendemain? Est-ce que c'est des retraités, pas des retraités, qui ont une occupation permanente? Est-ce qu'on accueille beaucoup de visiteurs? Est-ce que c'est donné en gîte, en location? Enfin bref, je pourrais multiplier les exemples, mais donc il faut faire une étude à la parcelle pour les besoins de la famille. Ces études à la parcelle, est-ce qu'elles se font forcément par des bureaux d'études, ou est-ce que chez Calipluie, ou vous tous, est-ce que vous avez mis en place des solutions logicielles où monsieur et madame tout le monde peut se pointer sur Internet et remplir des cases à cocher, tout un tas de trucs, et puis au bout de 48 questions, ça te dit, paf, il te faut tant. Je me fais l'avocat du diable exprès, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Eh ben, on peut répondre www.la-banquise.com. D'accord. Alors effectivement, il y avait beaucoup de logiciels qui existaient, mais certains étaient donnaient des résultats assez surprenants, voire complètement incohérents. Et moi, j'ai mis à disposition depuis maintenant quelques années un logiciel qui vient. Donc, il a les données météo des 10 dernières années quotidiennes sur 650 villes en France, plus 200 sur notamment des régions. On parlait des Antilles ou de la Réunion. Et en quelques clics, surface de la toiture, type de la toiture, les usages, etc. Ça va vous donner une courbe de dimensionnement qui va vous donner, en fonction de la taille de votre citerne, le taux d'autonomie. Donc, par exemple, si vous posez une citerne de 3 mètres cubes, vous êtes autonome à 75%. Une citerne de 4 mètres cubes, vous êtes autonome à 85%, etc. Et ça, c'est un logiciel. Alors, si j'en fais la pub, c'est qu'il est gratuit. Donc, tout le monde peut y aller. Et il est utilisé pour les maisons individuelles, pour le collectif, pour du tertiaire et aussi pour quelques collèges-lycées. Donc on a 4 typologies de bâtiments. Et là, il est basé sur la législation, donc l'arrêté du 21 août, qui nous impose une méthode de calcul en travaillant sur des données quotidiennes sur au moins 5 ans. Et c'est ce que fait le logiciel aujourd'hui. Donc les amis de Bichon TV, www.la-banquise.com. Cédric, il est archi calé, on dirait le Jean Covici de la flotte. Hein. C'est ça. C'est bien, c'est un compliment. Gildas, je te pose une question, mais tu pourras... Je me permettais juste de rebondir là-dessus. Vas-y. Pour dire qu'effectivement, nous, c'est un outil qu'on utilise au quotidien avec nos équipes et pour nos clients. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Silver, parce que je le rejoins complètement, que 2 familles de 4 personnes n'ont pas obligatoirement les mêmes usages. Ce qui est bien fait dans le logiciel, c'est qu'on peut affiner là-dessus. C'est-à-dire que si on reprenait l'exemple des 2 personnes qui sont en télétravail, donc qui vont rester à la maison plus longtemps, on va avoir au moment du dimensionnement plusieurs choix qui vont être: est-ce que je veux un utilage raisonné, optimisé? On va pouvoir raffiner, ce qui va nous faire, par exemple, j'ai un exemple concret en tête, on était passé d'une 4000 litres en dimensionnement à une 5000 litres parce qu'on savait que les gens étaient au quotidien, 4 personnes, toute la journée à la maison. On s'est dit, ils ont plus de besoins parce qu'ils vont avoir du coup plus d'usage, par exemple, de toilettes. Ça prend en compte l'arrosage, etc., votre truc? Tout à fait. Ça prend en compte l'arrosage. Il y a 5 climats qui ont été rentrés dans le logiciel pour l'arrosage. Le continental, océanique, montagne, méditerranéen et celui des Antilles. Parce qu'on n'arrose pas de la même manière à Nice qu'à Tahiti, quoi. Ouais. Est-ce que la question... Oui, tu voulais me poser une question, j'ai rebondi là-dessus, mais je t'écoute. Je voulais te poser une question à toi, mais aussi à tout le monde. Bien sûr. Question encore pied dans le plat. Ça fait... Bon, moi, je suis sur les chantiers depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 43. Depuis 14 ans, on s'insurge de balancer de l'eau de pluie dans les chiottes, de l'eau potable, etc. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas, désolé, mais une bonne vieille loi qui dit, mais vous avez à partir de maintenant l'obligation de, je veux dire, un immeuble qui se construit, en bas il y a 10 caves, et ben on dit, au lieu d'avoir 10 caves, il n'y en a que 9. Et la 10e, elle est transformée en citerne qui remonte peut-être avec un réseau secondaire dans tout l'immeuble, j'en sais rien. Puis en plomberie, aujourd'hui, on fait tout. Il y a des électrovannes, il y a des sondes de hauteur, on fait tout. Techniquement, tout est possible.
Et pourtant, ça ne change pas. On continue. Et tous les jours, c'est des nouvelles annonces à l'État. C'est la sécheresse, c'est le scandale des bassines, c'est le scandale de ci, c'est le scandale de ça. Il n'y a rien qui change. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas une bonne vieille loi qui dit à partir de maintenant, c'est comme ça? Ben, si, il en faut une, effectivement. On espère qu'il y a des choses qui sont à l'étude et il y a des choses qui sont sorties l'été dernier. Effectivement, il y a un plan eau qui a été annoncé par le gouvernement au fin mars de cette année, qui doit être suivi de fait et de mise en place de différentes obligations avec un horizon à 2030. Effectivement, par rapport à beaucoup de nos petits camarades européens, on est un petit peu en retard, pour pas dire beaucoup, sur différents sujets, aussi bien cette gestion des eaux de pluie, mais aussi un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui est les eaux grises. Nous travaillons par exemple, nous, avec des Belges. Pour eux, ils ne comprennent pas qu'on continue aujourd'hui d'utiliser de l'eau potable dans nos toilettes. Pour eux, évidemment, ce que tu dis là, c'est une obligation sur leur territoire. Un nouveau bâtiment neuf qui sort a l'obligation d'avoir une solution qui permet de ne pas utiliser de l'eau potable pour ça. Donc ça avance, mais pas aussi vite qu'on voudrait. Je peux redonner la main à Cédric, qui est plus aguerri que moi sur la partie réglementaire. Mais en tout cas, on l'appelle de nos voeux. On travaille au quotidien là-dessus, notamment avec les fédérations aussi. Et c'est tellement plus facile à faire. Oui. Mais bien sûr. Qu'en rénovation, j'entends. Bien sûr. Non, mais le pire, c'est qu'en plus, ça me fout un peu les boules parce que Non, mais c'est vrai. Je veux dire, en France, on a, sans vouloir faire le mec chauvin, même si je suis toujours très fier d'être français, on a tout inventé. On a des technologies incroyables, des savoir-faire incroyables. Et j'ai l'impression qu'on est toujours les derniers à atterrir dans tout. Tu parles de solaire, les mecs ont 30 ans d'avance à côté. T'as encore des gens, nous, quand on se balade sur les chantiers, on va mettre du solaire. Les gens disent, vous croyez que ça marche? Putain, mais ça fait 50 ans que ça existe. Bien sûr que ça marche. Et ben dans l'eau, c'est pareil. C'est incroyable. On a l'impression d'être toujours obligé d'attendre qu'il y ait une situation d'urgence pour prendre les choses en main. Cédric. On l'a vu en 2022. Effectivement, l'année dernière, il y a eu la sécheresse avec beaucoup de plans eau. Enfin, le plan eau qui a été présenté par le président en mai ou peut-être fin mars. Met des mesures en place. On vit aussi dans un pays où l'eau, on en aura toujours. En tout cas, c'est l'image qu'on avait. Et on n'est pas l'Espagne, on n'est pas le Maroc. Et on aura de l'eau à gogo. Donc, enfin, quand tu vois la gueule du lac d'Annecy, je suis désolé, moi je suis pas trop loin. Et quand tu vas te balader maintenant et il y a 10 ans, chaque année, les mecs qui habitent à 2 mètres du lac dans la cité lacustre, ils te disent le truc, il a 1,50 m de moins chaque année. Hein. Non, mais on est d'accord, mais on vit encore sur cette idée de l'eau, on en aura toujours, etc. On a aussi, entre guillemets, une faiblesse, c'est qu'on a 2 géants de l'eau qui sont très bons et qui font de l'eau potable de très bonne qualité, etc. Donc on n'avait pas non plus de soucis d'approvisionnement qu'ont pu connaître d'autres pays. Donc ça nous a pas aidé à aller de l'avant. Alors après, je ne crois pas que demain, il y aura des obligations au niveau de la maison individuelle. Parce qu'il y a aussi des coûts de construction et on sent que le marché de l'immobilier est compliqué. Donc si on rajoute des coûts de construction, ça peut encore le pénaliser. Par contre, quand on voit des entrepôts énormes construire, quand on voit des bâtiments tertiaires avec des dizaines, des centaines de salariés dedans, ça devrait être imposé au moins sur ces gros consommateurs d'eau. Mais il y a une vraie prise de conscience quand même depuis 2022, avec notamment les arrêtés sécheresse qui imposent certains industriels de réduire leur consommation d'eau, sous peine de devoir fermer certains étés. Et là, c'est des dossiers où on parle, j'étais la semaine dernière sur un dossier, où on parle de 20 mètres cubes jour. Putain, la vache, vous avez quand même l'impression que les choses changent. Alors, on le mesurera dans un an, quand tu m'interrogeras à nouveau. Pas de problème, l'invitation est lancée. Et quand les installateurs qu'on a référencés, qui sont donc labellisés Calipuy, commenceront à dire voilà, j'ai fait tel chantier, ce chantier qui était intéressant, etc. Parce que de l'idée au passage à l'acte, il y a quand même le montant en bas à droite sur les devis. Ouais. Voilà. Et en fait, avant, on avait un paramètre qui était économique, c'est-à-dire qu'à 3 euros le mètre cube d'eau potable, ça passait pas. Ok. Il y avait une compensation fiscale, une incitation financière qui a disparu. Et aujourd'hui, c'est la limitation, la restriction d'usage qui est le meilleur allié finalement. Ouais. Outre éventuellement une orientation un peu écologique du client, ça va être j'ai une piscine mais je peux pas la remplir. Alors ça m'emmerde quand même parce que 30 000 balles la piscine, si je peux pas la remplir, ça me gêne. Mais non seulement il y a ça, puis aussi il y a la sensibilisation. Tout ça, ça va faire de beaux jours pour l'entreprise Renea, parce que j'imagine que là, les commandes, enfin, je veux dire, vous devez avoir des demandes en permanence pour ce genre de choses.
Alors, on voit effectivement, il y a une vraie prise de conscience. Et comme le dit à juste titre Sylvain, nous, on s'est un peu amusé des motivations d'achat. Si on se retourne, on a commencé vraiment à faire de l'eau de pluie en 2018, donc il y a un peu plus de 5 ans. Les seules personnes qui nous contactaient, c'était des gens qui avaient la vraie fibre écologique, qui le faisaient pour l'environnement. Puis tout doucement, on a commencé à voir d'autres gens arriver, notamment les propriétaires de piscines, qui ont dit « Bah oui, mais moi, si j'ai fait une piscine et que je ne peux pas faire mon appoint par rapport à l'évaporation, bah mon moteur ne fonctionne plus, donc je ne peux plus m'en servir. » Ah ben moi j'en ai un, il m'a dit ouvertement, tant pis qu'on est sur un podcast, il a dit « Moi je vous dis tout de suite, monsieur Guillaume, j'en ai rien à faire de l'environnement. Par contre, je veux pouvoir me servir de ma piscine. » Eh bien, je crois aussi, comme Sylvain, que c'est ça qui va aujourd'hui être notre levier, parce qu'il n'y a pas d'encouragement fiscal ni d'avantages particuliers. L'écologie, même s'il y a beaucoup de gens qui ont la fibre, ben comme il le dit à juste titre, ils regardent en bas de la page et disent « Oh mais ma conscience écologique, elle n'est pas mesurable à ce prix-là. » Et donc les choses qui font bouger, c'est effectivement de se dire « Par contre, je ne veux pas être contraint. Je veux pouvoir faire un beau jardin, l'entretenir et pas dire j'ai fait venir mon paysagiste, il m'a fait un truc super et puis malheureusement aujourd'hui, je vois ça mourir devant mes yeux. » Ou effectivement la piscine. Donc oui, on voit bien qu'on a de plus en plus, pour répondre à ta question, de demandes. Et surtout, on voit qu'on a de plus en plus de demandes qui aboutissent. Parce qu'on avait beaucoup de demandes, mais dès que les gens voyaient le tarif que ça représentait, ils disaient « Ah oui, mais non, au prix que je paye mon eau, ça ne sera jamais rentable. » Maintenant, je leur dis directement, ça ne sera pas rentable. Si c'est votre motivation d'achat, arrêtons tout de suite notre discussion. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de rentabilité à court terme. Par contre, il y a une rentabilité qui ne se mesure pas obligatoirement en financier, mais plutôt écologiquement parlant, et en termes d'usage aussi, de confort d'utilisation. Et puis, j'allais dire, oui, de confort d'utilisation, et puis aussi d'autonomie. Un mot qui fait un peu peur. Quand on reçoit, encore une fois, un courrier de la mairie qui dit tous les jours « Arrêtez d'arroser vos arbres », parce que moi, je suis... Alors, bon, la différence avec ton client, c'est que moi... l'écologie, ça me touche. Alors, je vais pas à La Rochelle manifester pour les baleines, je devrais peut-être y aller, mais je veux dire, ça me touche à mon niveau et j'essaye que ça m'intéresse. J'ai pas envie de faire de la merde, voilà. Donc, je suis pas parfait, mais j'ai mon potager, j'ai mon petit compost, j'ai mes trucs et j'essaye de faire attention. Mais nous, on avait un terrain qui était ravagé dans la maison qu'on a achetée et on adore la nature. On a bien sûr fait venir notre paysagiste qui nous en a foutu pour 5000 balles d'arbres. On était archi contents, on a un grand terrain. Hein. Donc bon, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Première chose qu'il nous a dit, les gars, vous vous démerdez comme vous voulez, mais il va falloir arroser plein but, au moins les 2-3 premières années, sinon c'est tout dans le cul. Donc là, bien sûr, ça nous a particulièrement... Alors nous, on avait le puits, on se dit, bon... On va quand même pas faire de la merde, mais voilà. Mais alors maintenant, ça nous a particulièrement fait mal au cœur quand on s'est dit, mais putain, il va falloir qu'on mette l'eau de la ville sur les plantes, parce que sinon, tout ça, c'est perdu, c'est foutu. Et ça fait mal. Toi, je pense que tu es quand même confronté à ça tout le temps, toi, Baptiste. Oui, malgré tout, oui. C'est pour ça qu'on incite les gens à faire de la récupération d'eau de pluie, justement pour pouvoir pallier aux premiers arrosages pour l'implantation des végétaux. Au moins les 2-3 premières années, tu fais une pelouse, tu l'arroses pas, à moins d'être en Bretagne. C'est vrai que vous avez peut-être pas ces soucis. Après, on a des variétés qui poussent aussi. Les techniciens en gazon, ils essayent de nous faire des variétés qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse, où on explique aux gens aussi qu'on peut faire on n'est pas obligé d'avoir un green de golf dans son jardin et qu'on peut avoir quelque chose de vert et qui demande peu d'entretien, mais qui n'est pas une pelouse de golf, quoi. Ouais. Pourtant, c'est joli, une belle pelouse de golf à l'anglaise, un peu comme ça. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est toujours la vraie question, quoi. Non. Après, c'est toujours une vraie question, mais qui dépend des sensibilités de chacun. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une piscine ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une clim ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des arbres de 10 mètres de haut ? J'en sais rien. On est dans l'acceptabilité du client, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'avoir vu à plein d'endroits, les greens de golf, on peut l'avoir, mais peut-être sur une parcelle beaucoup moins. Après, il y a tout ce que vous appelez le paysagiste appelle les prairies un peu fleuries. On laisse pousser les herbes un peu plus hautes, elles vont garder plus de rosée du matin, etc. Donc elles vont avoir besoin de moins d'eau que ce fameux green. Et là, il y a tout un travail qui est fait effectivement par les paysagistes aujourd'hui. Et moi, je suis spécialiste de la récupération d'eau de pluie, mais la première chose que je dis à mes clients, c'est avant d'aller chercher ces eaux autres que l'eau de ville, essayons déjà de réduire au maximum les consommations d'eau. La récup d'eau de pluie ne doit venir
qu'après cette phase, il ne faut pas justement fermer les yeux. On dit si j'ai de l'eau de pluie, donc je peux continuer à arroser en plein été au tuyau d'arrosage par aspersion entre 16h et 18h. Oh bah, là, c'est l'enfer. Nous, on a un arrosage automatique, mais on arrose la nuit, on fait très attention, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement besoin de sensibiliser les gens ? Si, c'est un gros point, mais ça se fait de plus en plus. Il y a aussi une chose, moi, sur laquelle je voudrais insister dans la sensibilisation, c'est que l'eau de pluie, c'est pas réservé aux particuliers. Ouais. On consomme beaucoup plus d'eau ailleurs. Ici, on va prendre l'exemple d'Artibat. Ouais. Le nombre de personnes qui ont dû passer aux toilettes aujourd'hui, avec les surfaces de toiture, à la limite, si on doit faire qu'un chantier, vaut mieux faire le hall 2 d'Artibat qu'une maison individuelle. En termes d'écologie, on est bien d'accord. On économisera plus d'eau. Donc là, oui, il y a de la sensibilisation à faire. Sur le particulier, elle s'est quand même faite. Alors, il y a toujours des gens qui s'en fichent royalement, mais il y a quand même une vraie prise de conscience chez le particulier qu'on n'a pas forcément à l'extérieur, même soit pour sa propre société, on n'y pense pas. Mais j'irais même plus loin en termes de solutions à grande échelle. On pourrait même penser, encore une fois, de mutualiser cette eau. Nous avons aujourd'hui à la disposition des agriculteurs le réseau d'eau agricole. Mais comme tu l'as dit, une surface comme Artibat, faudrait aller sur votre calculateur, tiens, ce serait marrant, mais admettons qu'on arrive à récupérer des millions de mètres cubes, faudrait repenser toute l'architecture. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution de demain, mais peut-être petit à petit, d'avoir un réseau secondaire qui transporte l'eau collective vers plusieurs points. Ça vient déjà au niveau des collectivités. Moi, je travaille avec des collectivités où très souvent je suis appelé par le service arrosage, espace vert. Et souvent je leur dis, votre cuve, est-ce que vous pouvez pas donner de l'eau à vos collègues de la voirie, notamment l'hiver, parce que vous ne consommez pas d'eau l'hiver, vos cuves débordent. Ah, c'est pas idiot. Donc déjà, au sein de la collectivité, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Et là, pour la première fois, j'ai fait un petit webinaire la semaine dernière dans la Plaine de l'Ain, donc pas très loin de chez toi. Pas bien loin. Pour le parc industriel de la Plaine de l'Ain, où les industriels ont des obligations de réduire les consommations d'eau. Et eux-mêmes ont dit, moi j'ai de la toiture, toi t'en as pas, mais t'es gros consommateur. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une logique entre nous? Et c'est la première fois parce que j'ai souvent ces questions lors des formations Calipuy, tout le monde me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mutualiser? C'est compliqué au niveau de l'organisation, de qui paye quoi, qui fait quoi. Et là, pour la première fois, des industriels proches les uns des autres se disent, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à réfléchir ensemble? Et j'étais estomaqué de cette proposition et j'aimerais bien qu'elle aboutisse. Ça, c'est un bel élan d'espoir par rapport à ça. La gestion de l'eau, on a parlé un petit peu de tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Gildas ? Écoute, non. Si on devait donner un mot de la fin, aujourd'hui, il y a effectivement une vraie prise de conscience à continuer de faire rentrer dans les mœurs. Et ce qui est intéressant, effectivement, à soulever, c'est que aujourd'hui, je constate des gens, par exemple, qui mettent un récupérateur d'eau de pluie, donc du coup, ils vont arrêter de prendre des douches, ils vont se remettre à prendre des bains parce que comme ils font un geste, ils peuvent compenser. Ça, c'est pas entendable. La priorité, effectivement, c'est dans mon quotidien, je fais attention à mes usages et il y a plein de bonnes pratiques aujourd'hui qui sont à mettre en place. Et puis, en plus de ça, je vais effectivement aller chercher une solution. Et moi, j'entends trop souvent cette notion de compensation. Non, on vit un monde aujourd'hui où je crois qu'il faut qu'on fasse de vrais efforts. Donc, mon mot de la fin, ça sera la sensibilisation. Nous, on travaille tous les jours, où tu parlais effectivement des réseaux sociaux, etc. tout à l'heure. On essaye de publier, nous, par exemple, les bonnes pratiques, comment je me lave les mains. Je prends plutôt une douche qu'un bain. Et pourquoi ? Parce que quelle est la différence que ça représente en termes de volume d'eau utilisé, etc. pour essayer à notre petit niveau déjà, en tout cas, de sensibiliser, quoi. Sobriété, quoi. Exactement. J'aime beaucoup tout à l'heure, on parlait de notre confrère Jean Covici, qui, au-delà de tous les discours, on pourra en parler pendant 6 mois, mais qui dit toujours préparons-nous et soyons volontaires dans cette démarche, ce sera toujours plus facile et acceptable plutôt qu'on se la prenne en pleine gueule avec des lois qui disent à partir de maintenant c'est comme ça. Alors que si on commence dès à présent à faire un peu des efforts, on va dire que la pilule passera peut-être mieux. Silver, un mot de la fin. Un mot de la fin. Alors on peut-être rappeler qu'avec l'eau de pluie, il y a à boire et à manger. Et justement, non, il n'y a pas à boire, mais il peut y avoir aussi à manger. Alors qu'est-ce que je veux dire ? C'est que les usages, ils sont encadrés.
Ils sont encadrés, l'arrêté de 2008, qui est toujours en vigueur. Donc, que tout le monde comprenne bien, j'ai des questions tout le temps, j'ai un cabanon isolé sur une parcelle, est-ce que je peux rendre potable l'eau de pluie? Est-ce que je peux l'utiliser pour faire ci, pour faire ça? Non, c'est très encadré. Donc, c'est les usages extérieurs, c'est les WC, c'est le lave-linge à titre expérimental. 15 ans après, ça reste expérimental. Et donc, à manger, pourquoi? Parce que si c'est mal fait, je dis ça, c'est pour ça qu'on veut former les installateurs. Si c'est mal fait, on se retrouve avec des champignons, des moisissures, des algues, etc. Et si on a autant de retard, c'est sur ces questions sanitaires que le ministère de la Santé a toujours freiné des cas de fer. Voilà, donc il y a tout un travail à faire, mais attention. Voilà. Ouais. Ça me rappelle, juste pour, avant de vous donner le mot de la fin, Cédric et Baptiste, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, le puits, le forage, appelé son sourcier du village, qui vient trembloter avec une baguette. Souvent, ils font du bon boulot et vous dites, tiens, à 28 mètres, il y a 8 mètres cubes. Est-ce que ça vaut encore le coup de forer, d'aller taper directement, ou est-ce que raisonnablement, il vaut pas mieux arrêter un peu ça et mettre de la cuve? Sujet épineux, mais j'avais envie quand même de poser cette question. Sujet épineux, on l'a beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup dire la récupération de pluie n'est pas le cycle naturel de l'eau, parce que le cycle naturel c'est d'infiltrer l'eau. Donc cette eau de pluie, je ne l'infiltre pas, donc c'est plutôt négatif. Je vais revenir sur le chiffre que je disais tout à l'heure, c'est que même dans le meilleur des cas, c'est qu'une seule goutte sur 4 qui va finir dans la nappe. Donc récupérer l'eau de pluie, imaginons demain je récupère l'eau de pluie. Effectivement, cette eau, je ne l'infiltre pas. Donc, s'il y a 4 litres qui tombent sur ma toiture, je n'en vois rien dans ma toiture. Mais vu que c'est ce que j'ai consommé pour mes toilettes, je n'ai pas non plus vidé la nappe. Donc, la nappe est à 0. Je n'ai rien renvoyé, mais je n'ai pas consommé. Alors que si j'infiltre, ce n'est que 1 litre qui va s'infiltrer dans la nappe. Les 3 autres vont être bu par les végétaux, vont se balader à droite à gauche. Et j'aurais consommé 4 litres pour mes toilettes, donc j'aurais fait moins 3 sur la nappe. C'est un peu la même chose avec le puits. Le puits fait qu'on pompe quand même dans une nappe phréatique. Donc, selon vous, le puits, le forage, c'est une idée qui va quand même aller vers le déclin, on va dire. On pompe quand même dans une ressource naturelle qui est cette nappe. Alors c'est pas la ville qui l'a pompée, on l'a fait nous-mêmes. Alors c'est toujours mieux parce qu'on la transporte sur moins de kilomètres, on met pas de traitement, etc. Après, l'idée c'est surtout qu'on arrive à déjà récupérer l'eau de pluie. Toutes les eaux de pluie qu'on ne récupère pas parce que on récupère que les eaux de toiture, donc les eaux de ruissellement, etc. On va chercher à les infiltrer, on va chercher à re-remplir la nappe et après on ira sur le forage. Mais c'est ce que disait Gilda, faut pas que le forage soit aussi une manière de fermer les yeux. C'est pas grave, j'ai mon forage. C'est bon, j'ai de la flotte, feu à volonté. On pompe toujours dans les mêmes nappes, que ça soit un forage ou que ça soit la ville. Donc Gilda a raison, sobriété. On n'a pas des soucis au niveau je trouve pas mes mots. Au niveau des stations d'épuration aussi, vis-à-vis de ça, je discutais un jour. Alors, on va pas repartir sur 1 heure d'émission. Je vois Cédric qui me fait des yeux. Je te réinviterai, Cédric. Mais je me rappelle un jour d'un débat que j'avais eu justement avec quelqu'un de l'urbanisme. Et on parlait alors du débat archi houleux de mettre des compteurs d'eau sur les pompes de pluie, etc., etc. Alors, il y avait les pour, les contre. Tu parles, ça se balance vite des trucs à la figure dans ce genre de conversation. Mais toujours est-il qu'il nous disait, mais enfin Laurent, nous quand on vend 20 litres d'eau aux clients, dans ce prix du mètre cube, il y a aussi le retraitement. Et si le client on lui en vend 20 et qu'il nous en renvoie 40, au moment on est dans la merde. Donc, mot de la fin. Alors, je ne répondrai pas à cette question, comme ça je reviendrai. Non, tout ça c'est encadré, il n'y a pas de souci, il y a des règles, il faut les respecter par l'arrêté du 21 août 2008. Sinon, mot de la fin, moi je dirais que... Déjà, alors moi j'attache énormément d'importance au dimensionnement, à la fois pour pas qu'il soit trop grand. On voit, 90% des installations sont surdimensionnées, c'est-à-dire des coûts énormes et des gens qui peuvent avoir une insatisfaction de leurs installations. Et deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'eau de pluie c'est pour tout le monde. Pensez-y. Sur votre industrie, vous êtes transporteur routier, vous avez un magasin, vous avez une station de lavage auto, vous avez des salariés qui utilisent les toilettes. L'eau de pluie, c'est vraiment, elle doit être utilisée par tous les acteurs économiques et pas seulement pour le particulier. Et là, on aura fait un grand pas.
Très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait du boulot à faire au niveau industriel, hein, ça c'est sûr et certain. Baptiste? Moi, en mot de la fin, je dirais plus un mot, allez, entre guillemets, d'espoir. C'est que je rencontre de plus en plus de paysagistes en mode jeune génération qui poussent un peu l'ancienne et qui sont beaucoup plus éduqués et beaucoup plus conscients des enjeux écologiques qu'on a, nous aussi, d'un point de vue des jardins. Et qui, du coup, font attention dans leur choix de plantes, dans l'implantation du jardin en lui-même, à aussi la gestion de l'eau. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus ancré maintenant. On a arrêté d'imperméabiliser nos sols, on fait des choix végétaux beaucoup plus logiques et c'est quelque chose qui est beaucoup plus pris en conscience aussi, nous, d'un point de vue paysage, et c'est quelque chose qui est bien à mettre en avant aussi, quoi. Donc pour toi, le métier de paysagiste, en tout cas, va dans le bon sens, hein. C'est ça, il a évolué, il y a encore du travail à faire, comme dans tous les grands combats, mais moi je rencontre de plus en plus de jeunes paysagistes qui sont beaucoup plus conscients de ces choses-là et qui font beaucoup plus attention. Et qui installent plus de récupérateurs d'eau et qui font des choses comme ça plutôt que de stériliser tout le terrain, de balancer des rouleaux de bâche, et on envoie ça plus loin et on verra ça plus tard. L'arrêt des phytos, il y a peut-être pour beaucoup aussi... Il y a eu une prise de conscience avec ça, oui, en plus. Il y a peut-être aussi pour beaucoup. Cédric, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, on te retrouve où ? Alors, moi j'ai un site internet, donc www.fontaine-ingénierie.fr. Et puis après, je l'ai cité, je le recite, le site de la banquise, donc www.la-banquise.com. Donc là, allez-y, parce que vous allez pouvoir faire du dimensionnement, et ça c'est vraiment, c'est cadeau, c'est ma partie... on va dire HSE de ma petite entreprise. Si je peux faire un geste et offrir ça, c'est... Là, je vais y aller gagné. Direct ce soir, hein, j'ai tout noté. Et puis après, alors ceux qui aiment bien, je suis pas mal sur LinkedIn, j'aime bien les posts un petit peu grattants. Donc voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, mon nom Cédric Fontaine. Et là, de temps en temps, il y a des petits échanges qui sont assez croustillants, mais toujours bienveillants. Donc on va te rappeler, c'est sûr, et on reparlera de ces histoires de stations d'épuration, hein, Cédric. J'ai la réponse. Bien, bon. Bon, Baptiste, tous ceux qui nous regardent, s'ils veulent te retrouver. Alors moi, ça va être Instagram, Facebook et TikTok sur les comptes Mon Jardin et Moi, mon.jardin.et.moi. D'accord. Et voilà, où je partage un petit peu tout mon quotidien de paysagiste, toutes les problématiques et tout ce qu'on rencontre dans mon métier. Et aussi sur tous les canaux de vie pro, du coup, où on fait du test de produit. Ok. On voit la différence d'âge. TikTok, Instagram, LinkedIn et site internet. Ah ouais, mais bon, oui, mais bon, il y a de l'expérience entre les deux. Vous êtes super. Gilda, oui. Ceux qui veulent te retrouver, qui sont intéressés pour aménager chez eux, pour faire des installations, pour avoir des conseils, etc., ils te retrouvent où ? Eh ben, nous, sur notre site internet, rainea.fr, donc R-A-I-N-E-A, Reine de la pluie, hein, pour mémoire. Puis on est effectivement, alors je suis entre les deux, moi je suis pas encore sur TikTok, mais on est déjà sur Instagram, donc LinkedIn, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, on essaie de partager des bonnes pratiques, notamment, donc pour les gens qui nous suivent, on amène du contenu, et puis également sur Facebook et puis sur Instagram, comme je viens de le dire. Et pour revenir sur ta demande de tout à l'heure, vraiment pas hésiter, les professionnels qui nous écoutent, on est là pour vous accompagner. On a rencontré, par exemple, sur le salon, beaucoup de gens qui nous disent « mais moi j'ai envie de faire, mais je sais pas faire ». Je suis sollicité, mais c'est compliqué parce que ça fait intervenir plusieurs corps d'État. Ben, nous, on est là pour être le facilitateur de ça. Donc, en gros, vous êtes plombier, vous êtes paysagiste, vous êtes terrassier et vous voulez répondre à des problématiques liées à la gestion des eaux, ben, contactez-nous, on a des solutions techniques à proposer de l'accompagner. Eh ben, je crois que c'est parfaitement clair. Et on va terminer par Silver, pour tous les gens qui veulent tout un tas d'infos, de renseignements sur Calipluie et sur toutes tes activités. Alors, Calipluie, c'est simple, c'est calipluie.com. D'accord. Voilà. Donc, c'est un site qui a vocation à vulgariser un petit peu les informations sur le sujet de la gestion des eaux de pluie à la parcelle. Et donc, ça s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux artisans qui voudraient aller sur ces marchés, soit par conviction, soit par opportunisme. Et les deux sont les bienvenus. Et puis, par ailleurs, pour les artisans paysagistes, comme Baptiste, et les artisans de terrassiers qui font du VRD, etc., cnatp.org, voilà, pour mieux nous connaître.
une organisation professionnelle qui est à leur service. Voilà. Vous êtes de partout, LinkedIn, tout, on tape sur Internet et puis on voit ce qui sort. La CNATP, vous trouverez LinkedIn, vous trouverez Twitter, donc maintenant on dit X par exemple. D'accord, oui, c'est voilà, X. Bon. Et puis les CNATP sont nombreuses puisqu'elles sont présentes dans plusieurs départements et donc vous avez aussi des CNATP peut-être très près de chez vous. Ok, bon, voilà. Et bah écoutez, dans tous les cas, comme expliqué en début d'émission, on mettra tous vos liens, messieurs, dans les notes de l'émission, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous remercie, j'étais très content d'avoir passé ce moment avec vous. On rend l'antenne, c'était la dernière émission d'Artibat, la gestion de l'eau. Et vous retrouverez tout ça sur Bichon TV et en podcast sur Radio Bichon, sur toutes les plus grandes plateformes. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.